Bienvenue pour cette séance autour des travaux de Catherine Hales et de Marianne Wolf. Je vais commencer par une petite présentation de l'article de Catherine Hales qu'on vous avait partagé, qui s'appelle Hyper and Deep Attention, The Generational Divide in Cognitive Modes. Désolée pour l'accent anglais. Michal enchaînera ensuite pour présenter un petit peu les travaux de Marianne Wolf, sachant que ces deux auteurs, on va le voir, ces deux autrices sont deux chercheuses qui se sont vraiment intéressées à la manière dont les médias numériques transformaient à la fois nos attentions et puis plus généralement en fait nos cerveaux eux-mêmes, nos manières de penser, de raisonner et la formation même de l'organe cérébral, disons. Donc, je vais partager mon écran. Je vous demande juste une petite seconde. Donc, je vais simplement, dans cette première intervention, je vais simplement résumer un petit peu, enfin, tenter de résumer l'article de Catherine Hales et puis essayer de voir un petit peu les différentes thèses qu'on peut en tirer. Donc, tout d'abord, dans cet article qui s'intitule Hyper and Deep Attention, The Generational Divide in Cognitive Modes, qui a été écrit et publié par Catherine Hales en 2007. Catherine Hales, qui est une enseignante en littérature, mais aussi qui est plus généralement connue pour ses travaux sur la théorie des médias. Et donc, dans cet article, Catherine Hales soutient que nous sommes confrontés aujourd'hui à une situation qu'on pourrait qualifier comme une situation de crise d'une certaine manière dans les modes cognitifs ou les styles cognitifs, c'est-à-dire plus généralement les manières de penser, de réfléchir, de raisonner, qui sont en train de se transformer profondément, ce qui pose de nouveaux défis aux institutions éducatives, scolaires et aux institutions d'enseignement plus généralement. Et donc, dans son article, elle va essayer de décrire cette crise ou cette transformation afin d'en tirer les conséquences en termes de stratégie éducative, de méthode d'enseignement. Alors, en quoi consiste cette crise ou cette transformation? Eh bien, selon Catherine Hales, cette transformation dans les modes cognitifs ou dans les régimes attentionnels, dans les formes attentionnelles, elle peut être décrite comme le passage d'une attention profonde à ce qu'elle appelle donc deep attention, à ce qu'elle appelle une hyper-attention, hyper-attention. Donc, l'attention profonde, qu'est-ce que ça désigne? Eh bien, ça désigne tout simplement la capacité à se concentrer sur un objet unique pendant une longue période. Donc, par exemple, c'est la forme attentionnelle qui est mise en œuvre lorsqu'on lit un roman, par exemple. Cette forme de concentration profonde, elle consiste en fait à ignorer d'une certaine manière tous les stimuli qui nous arrivent de l'environnement extérieur, puisque nous sommes concentrés dans une tâche, dans une activité pendant un temps long, et que cette concentration requiert une forme en fait d'ignorance d'une certaine manière de toutes les sollicitations externes. À l'inverse, l'hyperattention, c'est le fait de se focaliser sur plusieurs choses en même temps, de faire plusieurs activités en même temps, de passer rapidement d'une tâche à l'autre et de rechercher un haut niveau de stimulation, justement, à travers la réception d'une multiplicité d'informations. Donc, c'est l'inverse, en fait, tout simplement. L'attention profonde se caractérise par l'unicité de l'activité et le temps long, là où l'hyperattention se caractérise par la multiplicité des activités et un court temps consacré à chacune des activités, puisqu'on passe rapidement d'une activité à l'autre. Et donc, selon Catherine Hales, ces deux styles cognitifs, ou ces deux modes cognitifs, ces deux formes attentionnelles, d'une certaine manière, elles ont chacune des avantages et des inconvénients. L'attention profonde, c'est ce qui va permettre de résoudre des problèmes complexes, mais au prix, évidemment, de suspendre l'attention à l'environnement immédiat et la flexibilité des réactions. Quelqu'un qui est plongé dans une activité, donc ça peut être une activité de lecture, mais ça peut être tout autre type d'activité, mais une activité qui requiert de la concentration, eh bien, cette personne aura tendance nécessairement à ne pas être dans un état d'alerte, à ne pas s'adapter immédiatement aux changements extérieurs.
Et l'hyperattention, à l'inverse, eh bien, elle va permettre d'être très réceptif au changement de l'environnement, de négocier avec eux en permanence, donc d'être très alerte, mais elle va se caractériser par contre par une forme d'impatience, hein, par un besoin d'être sans cesse stimulée et par une difficulté à se concentrer pendant de longues périodes dans une activité donnée. En particulier si cette activité requiert un effort, comme par exemple lire un livre ou résoudre un problème complexe. Donc, Hales précise que dans une perspective évolutionniste, l'hyperattention est sans doute apparue plus tôt que l'attention profonde, puisque l'hyperattention, en fait, c'est ce qui nous permet de réagir aux dangers dans notre environnement immédiat, hein, et elle a donc une fonction vitale en quelque sorte, puisqu'elle va être nécessaire à la survie, hein, parce que si nous n'étions pas capables de réagir aux stimulations de notre environnement, et en un certain sens, si nous n'étions pas capables de nous adapter aux changements constants de cet environnement, eh bien, nous ne pourrions pas survivre. Par exemple, nous ne pourrions pas fuir lorsque nous percevons un danger. Mais l'attention profonde, par contre, elle n'est pas donnée, hein, d'une certaine manière, elle n'est pas innée. À l'inverse, en fait, elle doit être formée, hein, et elle pourrait apparaître au premier abord comme un luxe, puisque pour être exercée, en fait, elle requiert un environnement calme et sécurisé. Il est impossible de s'engager dans une réflexion de long terme si l'on est constamment occupé par des stimulations extérieures, hein, ou si on doit constamment assurer sa propre survie, ou si on est constamment menacé par un danger. Donc, Hales explique que précisément les institutions éducatives, l'institution scolaire, ont pour fonction en fait de former cette attention profonde, et c'est pour cette raison en fait qu'elles fournissent un environnement extérieure, hein, et qui permettent en fait aux individus de s'engager dans des activités longues et complexes qui requièrent la mobilisation de toutes leurs capacités attentionnelles et pendant lesquelles ils ont justement la possibilité de ne pas s'occuper des autres tâches de la vie quotidienne. Voilà donc un petit peu pour la distinction entre l'attention profonde et l'hyperattention. Donc, ce fossé générationnel, hein, entre ces deux types d'attention, Hales considère, hein, que... Attendez, je crois que j'avais une citation. Voilà, donc il y a une citation ici que je vais vous lire qui illustre un petit peu cette distinction entre ces deux types d'attention. Donc, deep attention, the cognitive style traditionally associated with the humanities, is characterized by concentrating on a single object for long periods, ignoring outside stimuli while so engaged, preferring a single information stream and having a high tolerance for long focus times. Hyperattention is characterized by switching focus rapidly among different tasks, preferring multiple information streams, seeking a high level of stimulation, and having a low tolerance for boredom. Voilà. Pardon pour l'anglais, encore une fois, mais voilà un petit peu donc la distinction entre l'attention profonde et l'hyperattention. Et donc, si Catherine Hales parle de fossé générationnel, hein, entre ces deux formes attentionnelles, eh bien, c'est parce que selon elle, ce passage d'une attention profonde à une hyperattention, c'est ce que nous sommes en train de vivre d'une certaine manière au XXIe siècle, avec l'apparition des médias analogiques, puis des médias numériques, qui constituent de nouveaux milieux techniques dans lesquels les nouvelles générations sont d'emblée plongées. Et elle soutient que l'explication la plus évidente de ces évolutions attentionnelles, hein, du passage de l'attention profonde à l'hyperattention, c'est la croissance du rôle des médias dans les environnements quotidiens des jeunes générations. Alors, pour être un peu plus précis, il faudrait dire que c'est pas seulement comment dire, ce n'est pas seulement une question quantitative, hein, ce n'est pas seulement qu'il y a de plus en plus de médias qui sont présents dans les environnements quotidiens, mais c'est aussi le changement de nature de ces médias. Hales cite par la suite, hein, dans son article, une étude qui montre que sur 8,5 heures quotidiennes passées à consulter des médias, les jeunes de 8 à 18 ans consacrent en moyenne 3,5 heures à la télévision, 1,4 heures à la musique, 1 heure aux médias interactifs comme Internet, 0,49 heures aux jeux vidéo et 0,43 heures aux livres. Donc, cette étude est datée, évidemment, hein, on peut imaginer aujourd'hui que les choses ont beaucoup changé, mais ce qu'elle veut dire par là,
c'est que durant leur temps libre, en fait, tout simplement, les jeunes générations passent beaucoup de temps à consulter des médias et qu'ils se consacrent de moins en moins à la lecture de livres imprimés, mais à de nombreuses sources médiatiques très diversifiées. Et donc, qu'il n'est pas étonnant, hein, selon elle, d'entendre des enseignants constater qu'ils ne parviennent plus à faire lire les étudiants, hein, qu'ils sont obligés, par exemple, de recourir à des nouvelles plutôt qu'à des romans, etc., c'est-à-dire à des formes plus courtes, parce que tout simplement, les capacités à se concentrer pendant longtemps sont en baisse. Et elles sont en baisse, selon Catherine Hales, en raison en fait d'une forme de surconsommation médiatique ou de surstimulation médiatique qui est due au fait que les environnements quotidiens sont de plus en plus envahis d'une certaine manière par les médias analogiques puis numériques. Cette situation, elle est un petit peu, elle rappelle hein, un petit peu ce que Bernard Stiegler avait décrit comme une contradiction d'une certaine manière hein, entre la fonction des institutions scolaires et les effets, disons, des industries culturelles, hein, ou entre les programmes scolaires et les programmes télévisuels. Entre ce que Bernard Stiegler décrivait comme les institutions de programme d'une part et ce qu'il décrivait comme les industries de programme d'autre part. Donc, ce qu'il voulait dire par là, hein, à travers en mettant au jour en quelque sorte cette contradiction ou ce conflit, hein, eh bien, c'était que l'avènement de la télévision et ensuite des médias numériques a institué une sorte de tension hein, entre les institutions publiques d'une part, et notamment les institutions scolaires, qui ont pour fonction de former les capacités d'attention profonde hein, au cours du processus de l'éducation, et puis d'autre part, les industries médiatiques privées, hein, les médias télévisuels ou numériques, qui ont pour but, eux, de stimuler l'hyperattention afin de capter les esprits des consommateurs et de vendre des publicités et des produits. Donc, dans un tel contexte, en fait, la tâche des enseignants devient évidemment de plus en plus difficile en raison du fait que l'attention qu'ils tentent de former au sein de l'école est constamment exploitée et détruite par les environnements médiatiques quotidiens qui la captent en fait afin de l'orienter vers la consommation des marchandises. Donc ça, c'est ce que Bernard Stiegler a décrit dans de nombreux ouvrages. Et c'est ce dont témoigne hein, le rapport que cite Catherine Hales dans son article, hein, qui note que la plupart des jeunes interrogés affirment faire leurs devoirs tout en mobilisant un autre média. La plupart des devoirs sont effectués dans des phases d'alternance rapide avec l'écoute de musique, l'usage d'un ordinateur, le visionnage d'une émission de télévision ou même d'ailleurs la lecture d'un livre. C'est ce que Catherine Hales va décrire sous le nom de multitasking, hein, que l'on pourrait traduire donc par multitâche, le fait de faire plusieurs choses en même temps, hein, et qui en fait concerne de plus en plus les nouvelles générations, hein, qui ne se focalisent pas pendant longtemps sur tel ou tel type de devoir, mais qui font leur devoir tout en faisant autre chose en même temps. Et ce que Catherine Hales pointe, donc à la suite, en commentant, disons, cette étude, hein, elle pointe que les travaux de psychologie ont montré que le fait de faire plusieurs tâches en même temps diminuait de manière considérable l'efficacité, en fait. Et que, donc, en ce sens, la tendance au multitasking, hein, la tendance à faire plusieurs tâches en même temps, qui caractérise les jeunes générations, devait moins être attribuée à une recherche d'efficacité qu'à un besoin constant de stimulation hein, qui est lui-même caractéristique de l'hyperattention, hein, le besoin d'être constamment stimulé en fait. Et ce besoin d'être constamment stimulé, il est aussi le propre des troubles, des nouveaux troubles attentionnels qui apparaissent, hein, qu'on appelle en anglais hein, sous le nom de Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD, hein, donc qu'elle évoque dans son article. Ces troubles de déficit attentionnel constituent en fait une nouvelle catégorie de troubles mentaux qui a été repérée, identifiée et classifiée depuis le début des années 1980 et qui a suscité depuis de nombreux débats, notamment quant à la question de leur causalité. Puisque si certaines études tendent à leur attribuer des causes génétiques ou physiologiques, hein, notamment en soulignant le fait qu'ils sont liés à l'incapacité des cerveaux à produire de la dopamine, eh bien, ces études ont
ont aussi été contestés, ont été discutés depuis, comme le rappelle Hales d'ailleurs dans son article, par d'autres chercheurs qui soutenaient que quand bien même les facteurs génétiques ou physiologiques pourraient bien sûr jouer un rôle, l'intensité avec laquelle les symptômes s'expriment est principalement liée aux interactions avec l'environnement et en particulier à l'exposition à des stimulations, notamment à travers les médias. Donc, ces troubles attentionnels ne seraient pas dus à des causes qu'on pourrait qualifier un peu généralement de naturelles, mais bien évidemment au type d'environnement médiatique qui entoure les individus et au fait que ces individus soient exposés à un nombre de stimulations croissantes. La manière dont on analyse ces troubles est évidemment de grande importance, car le fait de leur attribuer des causes physiologiques ou chimiques engagera évidemment à vouloir les soigner chimiquement, grâce à l'absorption de substances qui sont censées compenser le déficit, donc le manque de telle ou telle molécule biochimique. Donc, en fait, comment dire, on verra apparaître toutes sortes de prescriptions thérapeutiques qui engagent les personnes touchées par ces troubles à consommer des psychostimulants, comme la Ritaline, qui est un psychostimulant souvent prescrit aux États-Unis dans les cas de troubles attentionnels ou de difficultés à se concentrer, avant même qu'un trouble ne soit médicalement diagnostiqué. C'est ce que pointe Catherine Hales dans l'article, en citant une étude qui montre que la Ritaline est parfois prescrite à des enfants dont les symptômes ne remplissent même pas les critères caractéristiques de l'Attention Deficit Disorder, notamment sous la pression de leurs parents qui sont en attente de meilleurs résultats scolaires et donc qui, d'une certaine manière, insistent pour que leurs enfants prennent ce type de médicaments. Et même si en France et en Europe, ce type de traitement est censé être réservé aux cas très graves et être prescrit uniquement par des spécialistes, on constate que les mêmes tendances commencent à s'affirmer. C'est ce que montre notamment un chercheur qui s'appelle Sébastien Ponou dans un article publié dans le journal The Conversation, que vous pouvez voir ici à l'écran, et qui constate que chez les enfants et les adolescents, donc de 0 à 17 ans, la consommation a presque doublé dans les 10 dernières années. L'article a été publié cette année. La consommation donc de Ritaline ou de psychostimulants de même type. Et surtout, il constate aussi que la durée de la consommation de ce type de médicaments s'allonge considérablement. À l'origine, la durée moyenne était d'une dizaine de mois et aujourd'hui, certaines personnes les consomment pendant 8 ans. Et cela se fait en dépit de toutes les recommandations de la Haute Autorité de Santé et parfois en dehors même des cadres réglementaires. C'est-à-dire que parfois le diagnostic n'a pas été, le diagnostic de troubles attentionnels en tant que tel n'a pas été posé, que déjà ce type de médicaments sont prescrits. Or, ce que souligne aussi Sébastien Ponou dans cet article, c'est que ce type de traitement peut avoir des effets de court terme sur le déficit attentionnel, c'est-à-dire qu'il peut effectivement aider à augmenter les capacités attentionnelles, mais ces effets sur le long terme ne sont pas prouvés. Et au contraire, il pourrait présenter certains risques en termes d'effets secondaires indésirables. Donc, je le cite, il écrit la chose suivante dans son article. L'Agence nationale de sécurité du médicament mentionne ainsi une liste relativement importante d'effets indésirables, comprenant notamment nervosité, troubles du sommeil, céphalée, amaigrissement, risque d'aggravation de pathologies psychiatriques et de passage à l'acte violent ou suicidaire, risque de maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires. Donc voilà, je cite cet article parce qu'on retrouve bien ici l'idée du pharmacone, c'est-à-dire de ce qui va se présenter comme un remède, un médicament, mais qui va aussi devenir une sorte de drogue dont on ne va plus pouvoir se passer, voire un poison qui va générer toutes sortes d'effets secondaires, en particulier quand les critères de prescription scientifique et sanitaire ne sont pas respectés et quand les véritables causes du problème en fait sont évacuées. Parce qu'il semble assez évident ici, que comme le rappelle aussi Catherine Hales, que les traitements médicamenteux constituent des stratégies artificielles et compensatoires qui tentent de répondre de manière chimique à un problème que l'on pourrait qualifier d'organologique, c'est-à-dire un problème qui a de multiples causalités, à la fois sociales, techniques, politiques et économiques. Puisque, évidemment, ce sont des attentions détruites par les industries culturelles numériques qui demandent ensuite à être soignés par les industries pharmaceutiques. Donc, les consommateurs de télévision vont ainsi être transformés en consommateurs de médicaments, ce qui permet évidemment
aux détenteurs des entreprises numériques et pharmaceutiques de faire de nombreux profits, hein, mais au prix sans doute de mettre en danger la santé psychique et la santé collective des populations. C'est ce que soutient un petit peu Sébastien Ponou, en tout cas c'est ce qu'il suggère, hein, dans cet article, hein, quand il montre que les traitements médicamenteux se font en général aux dépens des consultations en centre médico-psychopédagogique. Donc le nombre de consultations en CMPP a été divisé par 4 entre 2010 et 2019, hein, comme il le souligne, tandis que la consommation de psychostimulants a plus que doublé. Donc là, on voit bien, hein, comment une solution qu'on pourrait qualifier de technique, de chimique, qui vient en fait se substituer, hein, à une prise en charge sociale et collective du problème. Ces résultats, écrit-il, suggèrent un risque de substitution des pratiques psychothérapeutiques et socio-éducatives par des prescriptions médicamenteuses. Et donc, cette substitution, hein, des pratiques psychothérapeutiques et socio-éducatives par des prescriptions médicamenteuses, elle témoigne bien sûr d'une ignorance ou d'une sorte de déni concernant les causes environnementales, hein, c'est-à-dire les causes techniques, économiques et sociales du problème. Puisque à partir du moment où l'on reconnaît, comme on essaye de le faire dans ce séminaire, que l'attention n'est pas une pure capacité neuronale ou cérébrale, mais qu'elle se forme et qu'elle se déforme en fonction des évolutions des milieux médiatiques et des organisations sociales, eh bien, il devient évident que les thérapeutiques susceptibles de faire face au déficit attentionnel ne peuvent être que des thérapeutiques organologiques, hein, c'est-à-dire ne peuvent être que des prises de soins des milieux collectifs, techniques et symboliques dans lesquels évoluent les individus. Hein. Il ne suffira jamais d'une solution chimique, hein, quand bien même les médicaments peuvent être évidemment extrêmement utiles, voire nécessaires dans certains cas. Hein. Il ne s'agit évidemment pas de dénier ça, mais simplement ce type de pathologie, à partir du moment où elles deviennent massives et sociétales, hein, eh bien, elles ne pourront être combattues qu'à condition que l'on se confronte aux causes réelles du problème, à savoir, hein, la surconsommation médiatique et l'économie de l'attention, surtout, dont sont victimes les jeunes générations. Hein. C'est ce qu'on essayait aussi de pointer dans le rapport du Conseil national du numérique à ce sujet. Et donc sur ce point, hein, c'est la thèse en tout cas que va essayer de défendre Catherine Hayes. Ce qui a véritablement changé depuis la fin des années 1990, selon elle, hein, ce n'est pas tant le temps passé devant les écrans que la diversité des médias utilisés et leur introduction dans toutes les sphères de l'existence, hein, notamment dans les chambres des enfants, ce qui signifie que ces médias vont être utilisés par des publics de plus en plus jeunes, sans la supervision ni la participation de leurs parents. Et puis, au-delà aussi des usages, disons, hein, elle constate aussi que les contenus diffusés se sont modifiés. Elle souligne que le rythme des stimulations visuelles s'est considérablement accéléré. Dans les années 1960, par exemple, hein, selon Catherine Hayes, je la cite toujours, on considérait qu'il fallait 20 secondes pour qu'un spectateur reconnaisse une image. Et aujourd'hui, hein, donc, enfin, à l'époque où elle écrit, c'est-à-dire en 2007, hein, ce temps est estimé à 2 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, on a des images qui sont diffusées de plus en plus vite, hein, et une réduction constante des capacités attentionnelles des individus. Hein. Et c'est une sorte de cercle vicieux, hein, où finalement, plus les rythmes des images ou des contenus diffusés sont rapides et moins les individus peuvent bien sûr exercer ces capacités attentionnelles. Donc, moins ils sont capables de se concentrer longtemps et donc plus il faut accélérer le rythme des images, etc., etc. Donc la question à se poser, hein, selon Catherine Hayes, et c'est la question qu'elle pose, hein, c'est la question de savoir comment la stimulation médiatique affecte les cerveaux des individus et a fortiori leurs esprits. Alors, pour essayer de répondre à cette question, Hayes se réfère à la notion de plasticité cérébrale pour expliquer que le système nerveux des êtres humains se reconfigure en permanence en réponse au changement de l'environnement. Donc, c'est un point qu'on reverra plus dans le détail avec les travaux de Marianne Wolf que Michal va présenter tout à l'heure. Mais ce que veut dire Catherine Hayes ici, hein, c'est simplement que
enfin, le point sur lequel elle veut insister, c'est le fait que pendant les premières années de la vie d'un individu, eh bien, son cerveau en fait ne cesse d'évoluer. Ces premières années correspondent à un processus qui est celui de la synaptogénèse, c'est-à-dire de la formation, de la genèse des synapses, hein, donc des connexions neuronales. C'est le moment où les connexions neuronales se forment en fait. Donc, le nombre de neurones reste à peu près constant dans le cerveau, hein, si j'ai bien compris son point. Hein. Mais par contre, les synapses, c'est-à-dire les connexions entre les neurones, elles ne cessent d'évoluer en fonction des environnements auxquels les individus doivent s'adapter. Donc, dans les premières années de leur vie en particulier, hein, les enfants vont renforcer certaines connexions et vont en délaisser d'autres qui vont donc disparaître potentiellement à jamais. Hein. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est appelé dans cet article, hein, le pruning process. Donc, c'est-à-dire le processus de tri ou d'élagage. Hein. C'est-à-dire que pendant ces premières années d'apprentissage, bien, les enfants, tout simplement, vont renforcer certaines connexions, d'autres ne vont jamais être exercées, et celles qui ne sont jamais exercées, en fait, tout simplement, vont finir par disparaître. Donc, pour Ailes, hein, étant donné ce processus, hein, pour Ailes, il est évident que les enfants qui grandissent aujourd'hui dans des milieux médiatiques complètement différents de ceux de leurs parents ou de leurs enseignants ont des cerveaux qui seront câblés ou configurés tout à fait différemment. Puisque évidemment, ils ne vont pas activer ou exercer d'une certaine manière les mêmes connexions synaptiques, puisque leurs environnements sont complètement différents. Elle remarque en particulier hein, que la pratique de la lecture joue un rôle tout à fait fondamental dans cette formation du cerveau. Donc, elle cite des études qui ont été menées par imagerie cérébrale et qui montrent en fait que l'apprentissage et la pratique de la lecture va permettre l'activation de certaines zones du cerveau qui ne le sont pas. Au bord de la rivière après. Tu nous rejoins ou... Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui a oublié de couper son micro. Oui, j'ai coupé le micro. Continue. Ah, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, pardon. Je crois que tu avais coupé mon micro aussi en même temps. Alors, pardon. Donc, voilà, elles insistent hein, sur le fait que la pratique de la lecture, l'apprentissage de la lecture va permettre l'activation de certaines zones cérébrales qui ne le sont pas lors de la fréquentation d'autres médias, notamment le cortex supérieur hein, et le lobe frontal gauche du cerveau, qui vont s'activer seulement dans le cadre de l'apprentissage de la lecture, et qui sont aussi les zones qui sont associées donc non seulement évidemment à la capacité de relier les sons et les lettres, mais aussi à mémoriser l'orthographe ou simplement à accumuler des connaissances. Donc en fait, ce sont des zones du cerveau qui sont associées à toutes sortes d'autres capacités, mais qui vont en fait être exercées, qui vont être pratiquées à travers la lecture et l'écriture. Mais ensuite, une fois qu'elles seront activées en quelque sorte, ces zones-là, eh bien, elles vont permettre toutes sortes d'autres choses, hein, des capacités de mémorisation, des capacités toutes sortes de capacités, disons, cognitives ou psychiques, on pourrait dire, hein, qui ne sont pas forcément directement associées à la lecture, mais qui, par contre, ont eu besoin de cette technique hein, de la lecture et de l'écriture pour se développer. Autrement dit, hein, la lecture constitue une sorte de technologie de reconfiguration des activités cérébrales qui va permettre le développement de certaines zones et de certaines connexions neuronales qui seront ensuite mobilisées plus tard dans toutes sortes d'activités différentes et non seulement dans l'activité de lecture directement. Donc, c'est un peu aussi ce que montre Marianne Wolf dans ses travaux. Elle se contente simplement de constater que l'apprentissage de la lecture joue un rôle dans le processus de la synaptogénèse, qui n'a donc rien de naturel et qui va forcément différer selon les différents médias qui seront mobilisés pendant cette phase d'apprentissage et de développement du cerveau. Donc pour autant, hein, Catherine Hayles ne soutient pas qu'il faudrait faire de la lecture et de l'attention profonde un modèle universel ou éternel, hein, qu'il s'agirait de reproduire à l'identique dans les nouveaux milieux médiatiques.
Évidemment, cela semblerait très difficile, d'une part, et puis d'autre part, hein, comme je l'ai dit au début, elle souligne aussi les avantages qui sont liés à l'hyperattention, hein. Par exemple, la capacité de faire plusieurs choses en même temps, bah, ça peut être quelque chose d'extrêmement important, hein, puisque ça peut permettre, par exemple, de connecter ensemble différentes activités, différentes idées, d'éviter aussi les effets de fermeture, d'une trop grande spécialisation, par exemple, de stimuler la créativité, l'invention de nouveautés, etc., etc. Donc la question en fait qui se pose, hein, pour elle, ce n'est pas de valoriser telle forme attentionnelle par opposition à telle autre forme attentionnelle, mais c'est plutôt de savoir comment conserver les bénéfices de l'attention profonde dans un milieu technique numérique qui est configuré pour stimuler l'hyperattention, en fait, hein. Donc comment en fait articuler l'attention profonde aux formes attentionnelles contemporaines, hein, et surtout aux nouveaux supports médiatiques numériques. Et selon Hayes, cette articulation entre ces deux types d'attention, elle passe nécessairement par l'invention de nouvelles pratiques médiatiques et par la reconfiguration de supports numériques pour faire en sorte que ces supports numériques puissent devenir les supports de nouveaux types d'activités cognitives. C'est la raison pour laquelle elle soutient la nécessité d'expérimenter des pratiques et des supports numériques alternatifs dans le cadre des écoles et des universités, afin de mettre ces technologies au service du partage des savoirs et d'expérimenter de nouvelles manières d'apprendre et d'enseigner. Donc, c'est ce qu'elle propose à la fin de son article, hein. Elle cite un certain nombre d'exemples en essayant de montrer que dans la mesure où ces technologies numériques permettent d'articuler le texte, les images, les sons, les vidéos, elles offrent des nouvelles possibilités cognitives aussi, des nouvelles possibilités d'apprentissage. Donc, elle cite notamment des exemples de nouvelles méthodes pédagogiques fondées sur ce qu'on pourrait appeler disons des pratiques interactives, même si ce mot est très problématique, durant lesquelles les étudiants vont être invités à commenter le cours en temps réel, par exemple, en apportant des références qu'ils trouvent en même temps sur Internet, en commentant le discours qui leur est transmis, en avançant des objections, etc., etc., hein, comme on pourrait le faire ici grâce à la fenêtre de discussion, hein, où tout le monde peut d'une certaine manière participer. Et ce type de pratique, typiquement, hein, elle essaye de montrer que ce type de pratique permettent en fait une nouvelle forme de concentration, c'est-à-dire que le fait de pouvoir interagir en temps réel avec le cours permet aussi de se focaliser justement sur ce qui est dit et d'interpréter, de faire un exercice d'interprétation constant de ce qui est entendu. Et d'extérioriser en fait ces interprétations, ces associations d'idées, ces points de vue, hein. Donc d'une certaine manière, hein, on pourrait dire que ici le numérique dans ce cas très précis va servir de support à une forme d'accumulation de rétention tertiaire, hein, de ce qu'il appelle des rétentions tertiaires, c'est-à-dire les traces des différentes écoutes des différents auditeurs qui vont pouvoir être extériorisés et partagés grâce au support multimédia, hein. Chacun va associer des idées, des références différentes en écoutant le cours, va pouvoir les exprimer sur un support numérique commun, les partager avec les autres, les discuter et évidemment mieux mémoriser le cours parce qu'il y aura participé activement d'une certaine manière, hein, au lieu de l'écouter passivement. Bon, mais évidemment, cela pose aussi d'autres types de questions dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Je voulais juste dire, pour finir, donc, que l'idée générale qui me semble ressortir de cet article, hein, c'est l'idée selon laquelle pour que les institutions de programme, donc c'est-à-dire pour que les institutions scolaires ne se voient pas court-circuitées par les industries de programme, hein, c'est-à-dire par les médias de masse, autrement dit, la solution semble consister en fait à renverser la tendance, hein, et à faire en sorte que ces institutions scolaires ou universitaires deviennent les prescripteurs de nouveaux supports et de nouvelles pratiques médiatiques qu'on pourrait qualifier de thérapeutiques, au sens où au sens où les technologies numériques ne sont pas utilisées comme des instruments au service de l'exploitation des capacités attentionnelles, à travers la surstimulation de l'hyperattention, par exemple, hein, mais qu'à l'inverse, ces technologies numériques constituent des supports de nouvelles formes attentionnelles. Donc, des formes attentionnelles qui soient plus seulement fondées sur la pratique de l'écriture et de la lecture, mais sur une nouvelle forme de culture des supports multimédia, en fait. Et il me semble que c'est dans ce sens-là
que Bernard Stiegler tentait d'aller en développant justement des outils numériques qui soient spécifiquement conçus pour des pratiques d'interprétation critique. Catherine Hayles mobilise beaucoup cette notion d'interprétation critique et il me semble que c'était une notion aussi qui était chère à Bernard Stiegler et qui tentait en fait de se demander comment les supports numériques peuvent devenir des supports d'interprétation critique. Et par exemple, donc le logiciel Ligne de temps qu'il avait conçu dans les années 2000, eh bien, permettait précisément aux différents spectateurs d'un film de l'analyser, de le commenter en le découpant, donc d'identifier les différents plans, d'identifier les processus de cadrage et de montage qui ont permis la conception du film, puis de chapitrer le film, de l'indexer, de l'annoter et de partager en fait leur vision du film avec les autres spectateurs d'une certaine manière. Et donc, le fait, ici, on voit bien comment un outil numérique, un logiciel, en fait, va permettre de développer une nouvelle forme d'attention aux images. C'est-à-dire que si je vois simplement le film s'écouler devant moi, bon, bah, je n'aurai pas évidemment la possibilité de l'interpréter de manière critique, puisque en le regardant, il faut bien que je me laisse porter par le flux du film. Mais néanmoins, ici, le numérique est ce qui va permettre de faire retour sur le film, de le découper, de l'analyser et en fait tout simplement de le critiquer aussi, de le commenter et de l'interpréter. Donc en ce sens, on a ici l'exemple de dispositifs numériques qui pourraient permettre l'avènement, disons, de nouvelles formes attentionnelles qui ne soient plus, des attentions profondes seulement individuelles, mais qui soient aussi des attentions profondes collectives ou contributives, puisque l'enjeu de ce type d'outils, c'était aussi que les différentes personnes qui regardent un film ou bien qui écoutent un cours, par exemple dans le cas d'un cours enregistré, eh bien, que ces différentes personnes puissent exprimer leurs différentes interprétations. Donc là, vous voyez différentes lignes sur l'image qui correspondent en fait à l'écoute de différents auditeurs et chacun a indiqué le moment du film qui lui semblait intéressant, le moment du film qu'il n'avait pas compris, enfin le moment du cours puisque c'est un film mais c'est un cours. Donc le moment du cours qui lui posait problème. Donc voilà, chacun a catégorisé en fait certaines parties du film en signalant si cette partie correspondait à une compréhension, à une incompréhension, à un désaccord, etc., etc. Et le fait que toutes ces interprétations puissent être mises en commun sur une même plateforme, eh bien, ça va permettre tout simplement que de les croiser, en fait, et de les discuter, ce qui n'aurait évidemment pas été possible dans le cas du livre, où quand vous annotez votre livre, votre page, eh bien, vous avez vos propres annotations, mais vous ne pouvez pas les partager avec les autres. Donc l'idée ici, c'est que c'est tout simplement en fait de pouvoir partager les diverses interprétations, donc les divers points de vue en fait, et d'utiliser les supports numériques comme des supports de discussion et de débat argumenté autour d'un film, autour d'un cours, autour d'une émission, etc., etc. Mais l'idée, c'est que les récepteurs de contenu deviennent ici des producteurs d'interprétation et peuvent exprimer leur point de vue et en débattre collectivement. Donc, on voit qu'une nouvelle forme d'attention profonde, qui serait à la fois critique, collective, contributive, pourrait naître, en fait, avec les technologies numériques et permettre, en fait, justement, comment dire, eh bien, de relancer, en fait, de nouvelles formes attentionnelles en dépit des transformations, ou plutôt avec et grâce aux transformations des milieux médiatiques. Donc, il me semble à travers ces travaux et à travers aussi les travaux que cite Catherine Hayles dans son article, eh bien, on a la preuve que l'esprit critique et l'attention profonde ne sont pas réservés à l'époque du livre ou du papier, mais pourraient aussi voir le jour dans le milieu médiatique numérique, à condition néanmoins
que ces technologies numériques soient elles-mêmes transformées et ne soient plus asservies aux objectifs des industries culturelles que l'on connaît aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à Michal. Et puis, on pourra ensuite peut-être discuter de ces questions plus en détail. Ok, merci Anne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, bon. Alors, ma présentation va enchaîner sur ce que vient de dire Anne. Je vais parler de Marianne Wolf, qui est chercheuse en neurosciences cognitives et psycholinguistique développementale, et elle est professeure en éducation. Et elle est surtout connue pour ses travaux autour de ce qu'elle appelle le cerveau lecteur. Donc, je vais présenter ces travaux dans le contexte du devenir numérique de ce cerveau lecteur dont elle parle. Son ouvrage le plus connu, qui a été traduit en français, a pour titre Proust et le calamar. Je vais expliquer ce titre tout à l'heure. Et la thèse principale qu'elle défend dans cet ouvrage, ainsi que en fait, le contexte de son intervention, est que la lecture risque aujourd'hui d'être remplacée par d'autres moyens de communication, tandis qu'elle a joué jusque-là le rôle fondamental pour la formation du cerveau. Le cerveau humain, à la suite des transformations technologiques et notamment à la suite de l'invention de l'écriture, enfin, il y a plus ou moins 6000 ans, est devenu le cerveau lecteur. Lire, écrire est donc une activité artificielle qui est fondamentale pour le fonctionnement du cerveau. Alors, pour Wolf et pour nous, en fait, qui avons organisé ce séminaire avec Anne, l'enjeu consiste d'abord à prendre conscience du rôle de l'écriture et de la lecture dans la vie du cerveau, et ensuite à voir comment nous pourrions préserver les conditions dans lesquelles lire serait toujours possible à l'époque d'après l'écriture, c'est-à-dire à l'époque où l'écriture subit une transformation majeure. On ne peut pas dire qu'elle disparaît, mais elle ne remplit plus la même fonction. Voilà, donc c'est une question immense que Marianne Wolf nous permet de poser de manière appropriée et de sa perspective qui est celle neuroscientifique. Et pour aborder la problématique de la relation entre écriture, lecture et cerveau, je vous propose deux courtes citations. La première vient de Walter Ong, historien et philosophe, dont les travaux portent notamment sur le passage d'une culture orale à une culture écrite. Et dans son ouvrage, enfin, le plus connu, enfin, je ne sais pas s'il a été traduit en français, qui s'intitule Orality and Literacy, The Technologizing of the Word, Ong dit Technologies are not mere exterior aids, but also interior transformations of consciousness, and never more than when they affect the word. Voilà, donc je vais expliquer cette citation tout à l'heure. Et la seconde citation vient du neurobiologiste Joseph Ledoux. Elle est mise en exergue du livre de Marianne Wolf.
mais je la laisse en anglais pour montrer en quoi consiste cette acquisition de l'acquis dont il est question dans la traduction française. Joseph Ledoux dit « Learning involves the nurturing of nature ». Voilà, donc essayons de mettre en rapport ces deux citations et deux perspectives différentes sur la même question qui nous a intéressés pendant ce séminaire. Alors, ce que nous dit d'abord Walter Hong, c'est que l'écriture, qu'il définit comme la technologie des mots écrits, est artificielle. Mais ce n'est pas pour condamner l'écriture et plus largement d'autres inventions techniques qu'il dit que l'écriture est artificielle. Au contraire, Hong dit que le recours à cet artifice est en quelque sorte irremplaçable, voire essentiel pour la réalisation du potentiel humain intérieur plus pleinement. Or, la spécificité de cet artifice est qu'il organise et transforme ce qu'on appelle vie intérieure à tel point que la distinction entre l'intérieur et l'extérieur devient floue. Elle devient poreuse, un peu comme la peau. Elle apparaît comme une relation qui, du coup, conditionne notre rapport au milieu et notre conscience du monde. Il s'agit donc d'une transformation par le biais de cet artifice qui nous élève. L'écriture élève la conscience, dit Walter Hong. Elle nous aliène, du milieu naturel, mais dans sa perspective, cette aliénation est bien pour nous, voire elle est essentielle pour vivre plus pleinement. En plus, ce qu'introduit l'écriture, c'est la distance qui, pour qu'on puisse vivre pleinement, pour qu'on puisse comprendre, est aussi importante que la proximité. Et les technologies sont donc artificielles, mais cette artificialité est naturelle. C'est un peu paradoxal, l'artifice qui est naturel. En tout cas, naturel pour les humains, qui, on peut dire, après Bernard Stiegler, poursuivent la vie par d'autres moyens qu'est la vie, en l'occurrence par l'écriture et la lecture. Et quand une technologie est intériorisée de manière appropriée, quand elle est adoptée, comme le dirait Bernard Stiegler, elle n'entraîne pas vraiment de dégradation de la vie humaine, au contraire, elle l'améliore. Voilà ce que dit Walter Hong dans cet ouvrage. Et passons maintenant à ce que dit Ledoux sur cette acquisition de l'acquis que permet l'apprentissage tel que le définissent les neuroscientifiques. Qu'est-ce que cela veut dire donc to nurture nature? En anglais, le verbe to nurture a plusieurs sens qui, à mon avis, comptent tous ici. To nurture, ça veut dire to take care, to feed, to protect someone or something, especially young children or plants, to help someone or something, to develop. Bref, pour le dire en français, ça veut dire nourrir, entretenir et élever à la fois. Il y a donc, comme vous voyez, toute une richesse sémantique derrière cette phrase très simple
Learning involves the nurturing of nature. Et le mérite de la traduction française de cette phrase, peut-être, est qu'elle nous fait mieux voir l'objet du débat tel qu'il se déroule en psychologie ou en neuropsychologie, à savoir le débat sur la relation entre ce qui est inné, d'une part, et ce qui est acquis d'autre part, c'est-à-dire entre nature and nurture. D'une part, donc, il s'agit des composantes psychologiques et des comportements d'une personne relevant de ce avec quoi cette personne est née, c'est-à-dire ses gènes, son développement cérébral normal, bref, ce pourquoi nous sommes tous et toutes câblés, hein, pour le dire comme Jean-Pierre Changeux, ou programmés à la suite de l'évolution, enfin, purement biologique. Hein. Et d'autre part, il s'agit des composantes de la subjectivité, déjà, qui relèvent moins de la biologie, mais plus de l'environnement, plus que biologique, plus que naturel, hein, c'est-à-dire la culture, la famille et surtout les interactions sociales. Et dans le contexte de ce débat, qui insiste en fait sur la relation entre ces deux dimensions, le mérite de Marianne Wolf, à mon avis, est de souligner comment l'acquisition de l'acquis, c'est-à-dire comment la réorganisation ou la reprogrammation de ce qui est programmé, c'est-à-dire la capacité à aller au-delà même du programme, se fait à travers l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, est quelque chose qui conditionne nos histoires singulières. Hein, Marianne Wolf montre que le cerveau, en fait, est une œuvre. Et que nous devons avoir comment dire, une conscience de l'historicité qui est constitutive du cerveau, qui est donc un organe plus que biologique dans son fonctionnement et dans le développement de son potentiel. Alors, la position défendue par Marianne Wolf dans ce livre Proust et le calamar vient d'une mise en rapport de ces deux perspectives qui, comme elle le souligne elle-même, sont trop rarement prises ensemble. D'une part, il s'agit donc pour elle d'étudier le cerveau dans son historicité. Ça veut dire, selon une approche évolutionniste, que représente aussi, par exemple, Jean-Pierre Changeux, que j'ai déjà mentionné. Et d'autre part, il s'agit de montrer que cette historicité n'est pas que biologique parce qu'elle a partie liée avec l'invention de l'écriture et avec des transformations technologiques successives que cette invention a entraînées jusqu'à nos jours, où sa bienveillance, pour le dire comme ça, semble s'éclipser face à une transition qui est majeure du point de vue de l'histoire technobiologique de notre cerveau. Il s'agit en effet du passage de la culture de la langue écrite à la culture digitale, où nos rapports avec l'écriture change complètement. Et c'est la troisième transition, après deux précédentes, c'est-à-dire celle du passage à la culture orale, et ensuite celle du passage de la culture orale à la culture de l'écriture. Nous sommes donc en train de vivre une transition historique majeure qui est décisive
pour l'avenir de ce cerveau lecteur devenant un cerveau digital. Le cerveau qui a acquis la capacité, je cite Marianne Wolf, à se réorganiser pour apprendre à lire, ainsi qu'à concevoir, à partir de cet acquis, de nouvelles pensées, fin de citation, perd sa relation privilégiée avec l'écrit, qui était une relation stabilisatrice. Le cerveau concept plastique, cerveau qui, par cette plasticité même, a pu apprendre à lire, devient un cerveau vulnérable aux nouvelles technologies qui sont bien des technologies cognitives et informationnelles. C'est pourquoi on peut parler effectivement, je crois, d'une perte. On est technologiquement égaré ou déstabilisé. Or, cette perte, cet égarement, cette déstabilisation, tout cela a quelque chose de paradoxal encore. En fait, un optimiste technophile pourrait rétorquer qu'on n'a jamais autant lu et que ce qu'on perd, c'est juste notre rapport avec le livre, désormais remplacé par toutes sortes d'écrans dont nous ne cessons pourtant de lire ou interpréter les contenus. La question donc, pour répondre à cette sorte de commentaire, la question est de savoir de quelle lecture en fait il s'agit. Et pour Wolf, il s'agit d'une lecture qu'on pourrait définir justement comme profonde, telle qu'elle est constitutive de cette attention profonde dont parlait Anne en évoquant Catherine Hayes. La question n'est donc pas tellement si nous sommes toujours capables de lire profondément depuis les écrans, si le livre est irremplaçable ou pas, enfin, un débat sans fin. Il s'agit plutôt de prendre conscience de la bienveillance de la lecture profonde sur notre cerveau, dans la conviction qu'il n'est pas trop tard pour sauver cette capacité artificielle dans le milieu numérique et au moment de l'accélération technologique inouïe. Un paradoxe encore, la lecture accélère le développement du cerveau, dit Marianne Wolf. Et aujourd'hui, on doute de plus en plus si ce nouveau milieu numérique favorise toujours ce développement. C'est pourquoi l'enjeu ne consiste surtout pas à maudire ce milieu numérique, à y voir une sorte de modernité, pour reprendre ce calembour québécois. Il s'agit par contre de dire comment réorganiser le milieu numérique pour qu'il continue à favoriser autrement, par d'autres moyens techniques et technologiques, cette acquisition de l'acquis dont nous sommes devenus capables grâce à l'invention de l'écriture. Penser le cerveau avec un A revient aujourd'hui précisément à penser les écrans. La question du cerveau, qui est celle de l'éducation et de la santé publique, et donc apparaît donc comme une question bel et bien politique. Voilà, donc je reviens maintenant à Marianne Wolf. Elle montre que l'apprentissage de la lecture chez l'enfant qui joue un rôle majeur dans son développement n'a rien de naturel. Comment cela se fait-il si notre cerveau est bien un organe biologique? C'est parce qu'il est malléable, nous rappelle Marianne Wolf, je cite, « Peu de facultés sont aussi puissantes que celles du cerveau humain,
de se réorganiser pour s'approprier de nouvelles fonctions intellectuelles lors de la lecture. L'élément sous-jacent de cette faculté est la capacité d'établir de nouvelles connexions de structures et de circuits originellement consacrés à d'autres processus cérébraux fondamentaux ancrés depuis plus longtemps dans l'évolution humaine, comme la vision ou l'expression orale. Alors, tout se passe donc comme si le cerveau n'était programmé que dans la mesure où son programme consiste à se dépasser à travers de nouvelles connexions de neurones qui ouvrent des voies inédites et qui s'organisent avec l'acquisition d'une nouvelle compétence. Le cerveau s'est donc adapté à la lecture, tout comme il s'adapte pour acquérir d'autres compétences qui font toujours avec des techniques. Une adaptation qui est bienveillante pour le cerveau est donc celle qui passe par l'adoption des techniques et qui permet ainsi une intériorisation à travers des échanges continus et dynamiques entre l'extérieur et l'intérieur. C'est pour cette raison même que cette adaptation ne peut pas s'expliquer qu'en termes de l'évolution purement biologique. Elle est technique. Et pour rendre compte de cette malléabilité du cerveau, Wolff fait référence à la métaphore de l'architecture ouverte dont parlent les informaticiens par rapport aux systèmes informatiques ou par rapport au réseau de neurones artificiels, par exemple. Donc, c'est un autre exemple qui montre parfaitement comment les métaphores informatiques sont devenues présentes en biologie. Voilà, donc et nous le critiquons souvent, mais dans ce cas-là, je crois que Marianne Wolf a réussi à nous montrer quelque chose d'important en empruntant à l'informatique cette métaphore de l'architecture ouverte, parce qu'elle dit que c'est cette architecture ouverte du cerveau qui, d'une part, lui permet d'acquérir la lecture et d'autre part fait que le cerveau, par cette acquisition, subit une modification à jamais qui est d'ordre physiologique et intellectuel à la fois. Nous sommes donc, on peut dire, génétiquement programmés pour nous dépasser tandis que la réalisation de ce programme dépend entièrement du milieu socioculturel ainsi que des techniques qui sont propres à ce milieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, pour reprendre l'exemple de Marianne Wolf, une personne qui apprend à lire en chinois utilise un ensemble bien spécifique de connexions neuronales différents incontestablement de celles sollicitées lors de la lecture de l'anglais. Lorsqu'un Chinois apprend à lire en anglais pour la première fois, son cerveau tente d'utiliser les voies neuronales qu'emprunte habituellement sa lecture du chinois, et l'apprentissage de la lecture des caractères chinois a littéralement façonné le cerveau d'un lecteur chinois. De la même manière, ce que l'on pense et ce à quoi on réfléchit est fondé sur des idées et des associations générées par ce qu'on a lu. Voilà. Par rapport à cette dernière phrase, on peut dire que si simple, voire évidente que soit, cette observation devient autrement précieuse dans le régime post-véridique qu'il faut définir comme hostile et potentiellement dangereux pour la condition cérébrale, physiologique et intellectuelle. Voilà, donc
Il me reste à expliquer ce titre, le titre de ce livre qui juxtapose Proust et le calamar. Donc pourquoi ce couple? Alors c'est par cette juxtaposition que Wolf veut rendre compte de deux aspects très différents de la lecture qu'il faut pour autant voir comme composés l'un avec l'autre, c'est-à-dire un aspect intellectuel, voire spirituel, d'une part, et un aspect biologique ou physiologique, d'autre part. Donc d'abord, Proust et sa conception de la lecture qui permet au lecteur, dans la solitude et sans bouger de son fauteuil, d'accéder à de nouvelles réalités qui transforment sa vie intellectuelle. Dans son livre, Wolf cite en fait un essai de Proust qu'il a écrit en 1905 qui s'intitule Sur la lecture. Et en voici un extrait. Donc Proust dit « La lecture ne saurait être ainsi assimilée à une conversation, fût-ce avec le plus sage des hommes, que ce qui diffère essentiellement un livre et un ami, ce n'est pas leur plus ou moins grande sagesse, mais la manière dont on communique avec eux, la lecture, au rebours de la conversation, consistant pour chacun de nous à recevoir communication d'une autre pensée, mais tout en restant seul, c'est-à-dire en continuant à jouir de la puissance intellectuelle qu'on a dans la solitude et que la conversation dissipe immédiatement, en continuant à pouvoir être inspiré, à rester en plein travail fécond de l'esprit sur lui-même. » Donc, le mot communication est d'une importance fondamentale dans l'interprétation que fait Marianne Wolf de ce fragment, parce qu'elle tente de montrer, en se référant à la conception proustienne de la lecture, et comment on retrouve chez Proust une illustration parfaite du passage de l'oral à l'écrit qui produit un changement décisif sur le plan communicationnel, qui introduit une différence dans la communication et dans sa fonction. C'est pour cela l'oral et l'écrit ne sont pas comparables sur le plan de leur action sur notre esprit-cerveau. Et tout porte à croire que le numérique, justement, n'est pas comparable avec l'écrit, exactement pour la même raison, parce que l'un et l'autre ne sollicitent pas les mêmes couches cérébrales. L'un et l'autre ne stimulent pas l'éveil des mêmes ensembles de connexions neuronales. Et en insistant sur cette bienveillance singulière de la lecture sur l'esprit tel qu'il est mis au travail, en quelque sorte, par la lecture, Proust continue, et c'est là, en effet, un des grands et merveilleux caractères des beaux livres, et qui nous fera comprendre le rôle à la fois essentiel et limité que la lecture peut jouer dans notre vie spirituelle, que pour l'auteur, il pourrait s'appeler conclusion, et pour le lecteur, incitation. Nous sentons très bien que notre sagesse commence où celle de l'auteur finit, et nous voudrions qu'il nous donnât des réponses quand tout ce qu'il peut faire est de nous donner des désirs. Et ces désirs, il ne peut les éveiller en nous qu'en nous faisant contempler la beauté suprême à laquelle le dernier effort de son art lui a permis d'atteindre. Mais par une loi singulière et d'ailleurs providentielle de l'optique des esprits,
loi qui signifie peut-être que nous ne pouvons recevoir la vérité de personne et que nous devons la créer nous-mêmes, ce qui est le terme de leur sagesse ne nous apparaît que comme le commencement de la nôtre, de sorte que c'est au moment où ils nous ont dit tout ce qu'ils pouvaient nous dire qu'ils font naître en nous le sentiment qu'ils ne nous ont encore rien dit. D'ailleurs, si nous leur posons des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre, nous leur demandons aussi des réponses qui ne nous instruiraient pas. Voilà. Donc, euh, la capacité à lire un texte de manière profonde, ce serait aussi la capacité à aller au-delà de l'information qu'on y trouve littéralement. On se dépasse dans la lecture en allant plus loin que l'auteur que nous lisons, précisément par une transformation de l'information écrite que nous sommes capables de décoder, de juger, de développer selon les compétences déjà acquises, selon les expériences d'autres lectures, etc., etc. Voilà, donc, comme Wolf fait le commentaire suivant. La façon dont Proust a compris la nature générative de la lecture est paradoxale. L'objectif de la lecture est de dépasser les idées de l'auteur pour aller vers des pensées toujours plus autonomes, transformatrices et finalement indépendantes du texte écrit. Depuis les premières tentatives hésitantes d'un enfant pour déchiffrer les lettres, l'expérience de lecture n'est pas vraiment une fin en soi, mais le meilleur moyen de transformer notre. Voilà, donc ça c'est Proust. Et maintenant, pourquoi le calamar? Pourquoi le calamar et Proust font couple? Proust qui nous parle de son sanctuaire que constitue la lecture. Alors, il s'agit du calamar des neuroscientifiques qui, dans les années 50, ont étudié l'accent central du calamar, c'est-à-dire la partie du neurone qui est son prolongement et dont la fonction consiste à conduire le signal électrique vers la synapse, c'est-à-dire vers cette zone de contact qui s'établit entre deux neurones, ce qui éveille enfin des potentiels d'action. Et les chercheurs qui ont donc étudié l'accent central du calamar voulaient voir comment les neurones s'activent et interagissent entre eux, comment ils se soignent pour éviter parfois une défaillance. En évoquant cet exemple, Wolf tente de nous faire comprendre que la fonction de la lecture, pour ce qui est de la stimulation des connexions neuronales, est pareille. C'est-à-dire qu'elle génère sur un plan enfin, tout à fait différent de nouvelles connexions neuronales qui sont comparables aux connexions plus archaïques, à des structures enfin, neuronales plus archaïques, même si ces connexions ont été générées par une pratique culturelle récente. L'étude des efforts exigés du cerveau lecteur, dit Wolf, et de sa faculté d'adaptation lorsqu'il peine dans son apprentissage de la lecture est analogue à celle du calamar en neurosciences. Analogue ne veut pourtant pas dire analogique. Nos cerveaux sont analogues au calamar, au cerveau enfin, des calamars, on peut dire, dans nos rapports avec nos milieux respectifs qui ne sont pourtant pas les mêmes. C'est ça le sens de l'analogie qui consiste à voir, pas vraiment des ressemblances, mais aussi des différences dans le rapport au milieu respectif, en l'occurrence celui de l'humain et celui du calamar.
N'empêche que la lecture a aussi cette fonction biologique qui produit d'autres fonctions typiques du milieu humain et qui va de pair avec l'invention culturelle qui est donc générative et transformatrice dans le même temps. Et pour enfin illustrer ce passage ou peut-être cette composition entre le biologique et le spirituel, qui est toujours déjà technologique, Wolf fait recours à une illustration préparée par une neuroscientifique et une artiste de l'université d'Oxford, une illustration qui présente une pyramide de la lecture. Voilà. Et en se référant ensuite au neuroscientifique français Stéphane Desharnais, Wolf conclut que notre capacité à reconnaître les mots lors de la lecture est due au plus ancien ensemble de circuits de l'évolution de l'espèce spécialisés dans la reconnaissance des objets. En outre, tout comme l'aptitude de nos ancêtres à distinguer le prédateur de la proie en un seul regard grâce à une capacité innée de spécialisation visuelle, notre faculté à reconnaître les lettres et les mots peut provenir d'une habileté encore plus enfuie permettant une spécialisation de la spécialisation. Et tout l'enjeu, en fait, aujourd'hui, consiste à poser la question si le nouveau milieu numérique permet l'émergence d'une nouvelle spécialisation. Dans la première séance, je me suis référé à l'écrivain de science-fiction Jacek Doukai et son livre qui s'intitule « Après l'écriture », où Doukai soutient que les technologies numériques, qu'avec les technologies numériques, nous entrons à une nouvelle époque dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire l'époque du transfert direct des sensations. Elle est nouvelle car elle se substitue à deux époques précédentes où ce transfert des sensations se faisait de manière indirecte, d'abord par la voie orale et ensuite par l'écriture. Bref, la nature de ce transfert était symbolique. Et avec le transfert direct, il semblerait qu'on revienne en fait à un stade d'avant même ce passage à l'oral, ce qui est un autre paradoxe encore de notre époque de high technologies. Voilà, donc aujourd'hui, la question est de savoir si le cerveau qu'on a reconnu comme plastique il y a 4 ou 5 décennies dans le champ de la neuroscience ne devient pas en fait un cerveau vulnérable aux technologies cognitives informationnelles qu'il a inventées. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Michel. C'était passionnant. Peut-être qu'on va pouvoir ouvrir la discussion. Je vois simplement que Bernard Cambon a copié une citation dans la discussion, qui est une citation d'un livre de Bernard Stiegler. Donc, je peux peut-être la lire pour ouvrir la discussion, si vous voulez. Parce que je n'ai pas eu le temps de la lire comme j'écoutais Michel en même temps et que la situation est assez longue. Je crois que c'est une citation qui évoque les travaux de Marianne Wolf et de Catherine Hales, justement. Et donc, à moins que Bernard veuille nous la lire, peut-être, je ne sais pas si il est présent. Ah, oui, vous voulez peut-être nous la lire, Bernard, c'est mieux, en fait. On ne vous entend pas, par contre.
Bon, voilà, là, vous m'entendez là? Oui, oui. Oui, oui. Ah, parfait. En fait, c'est une citation, c'est l'article de Bernard Stiegler, L'écran d'écriture, qui avait été publié dans Vivre parmi les écrans, le livre Vivre parmi les écrans de Mauro Carbone. Et c'est un passage où il commentait juste le cerveau lecteur de Marianne Wolf. Et il disait, donc Bernard Stiegler, on entend par là un cerveau qui a intériorisé l'écran d'écriture qu'est pour lui le livre en tant qu'il peut le lire, aussi bien que l'écriture sur le subjectile de papyrus, de parchemin, de papier ou de pixels de nos jours. Ce processus d'intériorisation nécessitant de 10 à 20 ans pour s'accomplir en profondeur et pour former une deep attention, comme dit Kate Hales. Marianne Wolf montre que le cerveau est un organe organique, c'est-à-dire biologique, qui a la capacité à devenir organologique, c'est-à-dire technologique, à se désorganiser et à se réorganiser de fond en comble et en fonction des écrans qui l'impressionnent, dont j'aurais envie de dire qu'en retour, il les expressionne. C'est une citation assez dense, assez complexe, très riche. Et je me suis souvenu de cette citation à propos du cerveau lecteur de Marianne Wolf. C'est pour ça que je l'avais soumise. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout part de l'écran, en fait. C'était un texte consacré à l'écran et voir que quand on est avec des papyrus, des parchemins, des papiers ou des pixels, c'est toujours quelque part une notion très générique de l'écran qui est présente. Et que c'est à partir de cette relation à l'écran où il se retrouve et où il s'exprime que le cerveau se reconstitue continuellement. Voilà, c'est ce que je voulais souligner au passage. Merci beaucoup. Merci, merci. Oui, je pense que dans ce passage que vous avez cité, on voit bien cette relation organique ou organologique entre le bios et organon. Organon signifiant appareil et pas un organe biologique. Voilà, donc l'appareil qu'est notre cerveau, voilà, qui fonctionne, qui fait toujours avec des technologies. Oui, c'est pour ça que si je me souviens bien, c'est ce qui est dit dans la citation, mais c'est ce que Bernard Stiegler répétait souvent, que le cerveau n'était pas enfin disons en tout cas que la mémoire n'était pas seulement la mémoire organique, mais une mémoire organologique, quoi. C'est-à-dire toujours qui suppose toujours l'agencement entre des organes biologiques et puis des organes techniques, tout simplement. Et de même que, comme le disait Michel, en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où on reconnaît que le cerveau, les connexions neuronales et synaptiques évoluent en fonction non seulement des activités de l'organisme vivant, mais aussi des technologies intellectuelles que constituent les livres, les écrans, etc. Du coup, forcément, on est bien contraint de reconnaître que l'évolution biologique dépend des milieux techniques, quoi. Et c'est ça que l'organologie vient dire, en fait, en interne. C'est cette articulation entre le biologique et le technique et l'impossibilité, en fait, d'opposer les deux et la nécessité de les penser ensemble, quoi. Ce qui pose aussi un certain nombre de questions épistémologiques. Mais voilà. Mais en tout cas, et oui, c'est intéressant aussi cette notion d'écran qui était vraiment, je crois, pour Stigler, tout faisait écran d'une certaine manière. Enfin, tous les objets sont des supports de projection et en ce sens, des écrans potentiels, quoi. Alors après, cette notion d'écran d'écriture, je crois, si je me souviens bien, qu'il l'avait développée pour souligner, disons, de nouvelles possibilités à l'œuvre avec les technologies numériques, dans la mesure où ces écrans qui nous projettent des images sont aussi des écrans sur lesquels nous pouvons inscrire nos propres visions, nos propres écoutes, nos propres interprétations. Et donc, ils constituent en fait des écrans d'écriture en ce sens-là, c'est-à-dire des écrans où l'on peut écrire, quoi. Et pour lui, ça, c'est très important parce que ça donne justement la possibilité non seulement d'être impressionné par les écrans, mais aussi de pouvoir les expressionner, quoi, pour reprendre la fin de
de la citation, hein, quand il écrit le cerveau s'organise, se désorganise et se réorganise en fonction des écrans qui l'impressionnent, dont j'aurais envie de dire en retour qu'ils les expressionnent. C'est-à-dire que la question se pose non pas seulement de ce que les écrans nous projettent en quelque sorte, hein, de ce que les écrans nous envoient, quoi, mais de la possibilité pour nous de pouvoir aussi s'inscrire, tracer, marquer ces écrans-là, quoi, c'est-à-dire exprimer ce que nous avons reçu. Ça, je crois que c'est une question très importante. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou questions. Sinon, on peut aussi s'arrêter un peu plus tôt, hein. Bah, c'est un peu vertigineux, en fait, hein, quand même. Enfin, moi, je suis un peu du côté de la technique, hein, de la technologie, puisque je suis à la fois art thérapeute et artiste. Et donc, c'est hyper important de vous entendre. Après, voilà. Maintenant, je pense que une fois qu'on est tous d'accord, il va falloir en effet, un peu comme ce que tu disais, Anne, en terminant ta réflexion là sur l'articulation entre le biologique et la technologie. Je n'ai pas d'élaboration intellectuelle hyper pertinente à apporter ce soir, mais je pense que, en tout cas, c'est un peu vertigineux le travail qu'on a à faire. Mais c'est passionnant, hein, mais un peu vertigineux, non? Enfin, où je suis la seule à trouver ça vertigineux. Non. En fait, je crois que je comprends très bien ce que tu dis, Camille. En fait, tu poses la question de comment faire, quoi, en fait, concrètement, quoi, peut-être. Enfin, voilà, c'est ça aussi pour... Et c'est vrai que, bon, bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse générale à ce genre de questions. Mais peut-être que toi, comment tu le vois concrètement dans ton travail, enfin en tant qu'artiste, en tant qu'art thérapeute, justement, je pense que tu es au cœur de ces processus, quoi, comment dire, de penser par la pratique, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas, alors, et soigner aussi par la pratique de l'art, enfin, je sais pas, ça me semble complètement... Je pense que c'est plus de côté de l'art-thérapie qu'on pourrait trouver une voie de contribution, enfin de quelque chose de vraiment plus rapidement, possiblement contributif que par les questions du travail artistique qui sont un tout petit peu trop quand même de la soupe personnelle, quoi, hein. Enfin, à mon sens, hein, donc du côté de l'art thérapie, c'est moi je vois vraiment pourquoi c'est pertinent tout ça, tout ce que vous dites, ces études, ces livres. On travaille avec les médiations comme objet de détour de la parole. Donc, on s'appuie vraiment sur des manipulations qui sont... il y a une phrase d'une dame qui avait écrit là-dessus, qui est art thérapeute, qui s'appelle Françoise Péquet, qui avait trouvé ce mot, le parler technique. Voilà, alors je trouve Comment s'appelle-t-elle? Françoise Péquet, Pecquet. Et en fait, ça fait lien, voilà. C'est comme ça, c'est un des processus à l'œuvre dans cette proposition thérapeutique, dans cette relation singulière, hein, qui est une relation de soins, du parler technique. Voilà. Et je trouve que peut-être là, il y aurait, en tout cas du côté du soin, il y a vraiment quelque chose à développer, à mon sens, voilà, dans tout ce qu'on a dit là, quelque chose qui illustrerait bien. Mais voilà, c'est pas évident. Enfin, on postule que ce qu'on propose, c'est des manipulations, des expériences partagées. Ça, c'est plutôt du Winnicott, hein, de l'expérience ensemble, de cette ère ensemble, là où on se retrouve. Où on fait une expérience ensemble des matériaux. Mais ce qui est à mon sens important, c'est qu'il y ait un changement, une transformation de ces matériaux. Pas simplement, que ce ne soit pas justement seulement une surface de projection.
C'est-à-dire que ce qui est proposé ne soit pas juste une... Moi, j'ai affaire à des gamins qui sont dans des cliniques qui sont un peu extrêmes. Hein. On est sur de l'autisme, des psychoses. Enfin, il y a des choses, ou alors voilà, des états limites, hein, des choses qui sont quand même très... Enfin, c'est des très gros mots, hein, mais pour dire que c'est des cliniques qui sont très lourdes, très lourdement handicapantes pour eux, hein, pour les patients en premier, hein, pas pour moi. Et donc, l'idée est que ce qu'on propose là, de l'utilisation, de la manipulation de ces techniques, soit une possibilité de transformation. Et ce qu'on espère, c'est que cette transformation, à la fois très concrète, matérielle, et en même temps symbolique, finisse par amener des assouplissements des problématiques personnelles, psychiques. Je ne sais pas si j'apporte beaucoup d'eau au moulin là, mais... Non, mais c'est juste que ce que tu dis, si je peux réagir rapidement, mais en fait, ça me fait beaucoup penser à ce que disait tout à l'heure Michal sur la frontière entre le dedans et le dehors, tu sais, où il disait, voilà, en fait, là, ce que tu dis, c'est, si je comprends bien, hein, c'est comment, en fait, finalement, la pratique d'une matière, donc une forme d'extériorisation, pardon, de soi dans la matière, va constituer un processus de soin, comme une sorte de boucle, quoi, pour régler, c'est pas le bon mot, mais disons pour transformer l'intérieur, quoi, voilà, assouplir. voilà. Mais, mais c'est, ouais, et ça, je trouve ça, je veux dire, on est quand même au cœur du sujet, au sens où, où c'est bien la preuve que, Michel a commencé son intervention en disant l'artifice extérieur transforme la vie intérieure, quoi. Et oui, c'est bien la preuve que et je veux dire et donc on voit bien le revers comment dire, on voit bien l'ambiguïté, l'ambivalence de ce processus, c'est-à-dire que l'artifice extérieur transforme l'intérieur pour le meilleur comme pour le pire, quoi. Donc dans l'art-thérapie, voilà, il y a un dispositif à la fois social et technique qui est mis en place pour que cette transformation devienne thérapeutique. Et dans le cas des industries numériques dont on parlait plus tôt, on est plutôt face, de manière, disons, un peu, quand on prend le problème de manière un peu massive en étudiant les dispositifs dominants, on est plutôt face à l'inverse, quoi, à quelque chose qui, en fait, nous met en plus dans une... Tu as dit aussi que c'était très important pour toi qu'il y ait une transformation des matériaux, qu'il ne s'agit pas seulement de surface de projection. Et ça, c'est aussi une question que je me pose, que je me suis posée en lisant la citation aussi que nous a transmis Bernard, quand voilà, des écrans qui l'impressionnent, mais qu'en retour, il expressionne. Je me demandais qu'est-ce que ça veut dire en fait d'expressionner les écrans numériques et qu'est-ce que ça peut vouloir dire qu'est-ce que ça peut vouloir dire de transformer le matériau avec ces technologies numériques-là, quoi. Est-ce que c'est encore possible ou pas? Je veux dire, je sais pas, hein, mais bon. Mais vaste moi, question. je me pose la même question. Bon, la prochaine étape maintenant, c'est d'y répondre, mais c'est déjà peut-être pas mal de se les poser. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres réactions peut-être ou... Bon, sinon, je ne sais pas si ça a grand intérêt en fait. Moi, je suis enseignante, j'enseigne la philosophie. Oui. Et donc, forcément, ça m'intéresse tout ce qu'on apprend en vous écoutant. Mais je me pose la question des responsabilités et du pouvoir qu'on a d'orienter les choses par rapport... on a des responsabilités vis-à-vis des élèves et des jeunes générations. Pour ma part, ça peut paraître assez dérisoire, mais j'essaye de réduire au maximum le recours aux écrans au numérique et en classe pour la simple raison que les élèves ils sont addicts par ailleurs et c'est pour une hygiène, quoi, mais
Je ne sais pas si ça va assez loin ou parce qu'il ne s'agit pas seulement de réduire l'utilisation des écrans, mais d'en faire une utilisation intelligente aussi. C'est tout. Oui, ouais, mais c'est très difficile en fait, effectivement. Enfin, je, et moi, je suis dans la même situation que vous, c'est-à-dire que en fait, enfin, à partir du moment où on constate qu'un certain nombre de dispositifs numériques produisent de l'addiction et toutes sortes d'usages toxiques, entre guillemets, bah, le premier geste, c'est peut-être effectivement d'apprendre à se désintoxiquer un petit peu, quoi, c'est-à-dire d'être capable de s'en passer pour en fait retrouver des capacités attentionnelles qui sont extrêmement mises en danger. Et donc, je pense que c'est un premier pas extrêmement important à faire, notamment quand on est, bah, voilà, je ne sais pas, dans une salle de classe ou dans ce genre d'endroits dans lesquels, justement, on est censé un petit peu pratiquer cette attention profonde. Après, quand on pose la question de manière plus générale et à un niveau plus abstrait, peut-être, bah, effectivement, on ne peut pas se contenter de dire qu'il faut se passer du numérique ou qu'il faut se passer des écrans. Parce que, en fait, Alors, de fait, j'y recours quand même et j'incite parfois aussi mes élèves à y recourir quand je communique avec eux à distance ou quand je leur envoie des liens pour des ressources intéressantes. Il y a une dimension pratique, mais il y a une espèce aussi de tentative de résistance à des politiques d'équipement des établissements d'enseignement qui semblent avoir des motivations essentiellement économiques et qui sont parfois de l'ordre du gaspillage, voire du scandale écologique. oui. Quand on remplace les tableaux exclusivement par des dalles numériques, par exemple, ça peut avoir un intérêt dans certaines disciplines pour certains usages, mais si on nous pousse à écrire à la main avec des dalles numériques et des stylets au niveau de la consommation de matériaux et d'énergie, rien que ça, hein, indépendamment de la question de l'attention et des capacités cognitives et intellectuelles qui seraient stimulées différemment, ce qui n'est pas sûr dans ce cas, il y a quelque chose d'un peu préoccupant, je trouve. Oui, bah, complètement. Enfin, là encore, je suis tout à fait d'accord. Personnellement, peut-être Michel voudrait réagir ensuite ou d'autres, mais juste pour dire rapidement en 2 mots, effectivement, c'est aberrant en fait. Enfin, je veux dire, c'est de toute façon introduire du numérique simplement pour remplacer ou se substituer à quelque chose qui n'avait pas besoin du numérique. En fait, en général, je ne vois pas très, très bien ce que ça pourrait apporter, à part effectivement des coûts écologiques et économiques supplémentaires. Et l'enjeu, je crois, et en tout cas, c'est ce qu'on a. Donc, moi, j'ai participé à la rédaction de 2 rapports dans le cadre du Conseil national du numérique. Le premier rapport portait sur la question du numérique et des savoirs, et le second rapport portait sur la question de l'économie de l'attention. J'ai lu le dans le dernier. premier rapport, en fait, on essayait de dire que justement la question du numérique et de l'éducation n'était pas une question d'équipement technique. Il ne s'agit pas d'équiper les écoles avec de nouveaux avec des tablettes, avec des ordinateurs, avec des tableaux ou je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, c'est absolument pas du tout la question. La question, c'est justement celle qu'on essayait de poser dans le cadre de ce séminaire, c'est de savoir comment faire de ces technologies de nouvelles technologies intellectuelles. Et ça, au sens de Jack Goody qui parle de technologie intellectuelle. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile. On ne peut pas laisser les enseignants tout seuls. Enfin, les enseignants ont déjà une discipline à enseigner pour préparer une épreuve de baccalauréat à la fin de l'année. Donc, on peut pas demander aux enseignants en même temps de réfléchir à ça. Alors après, il y a plein de possibilités. Nous, ce qu'on essayait de faire avec Bernard Stiegler, c'était de créer des processus de recherche contributive en associant les enseignants avec les chercheurs, avec d'autres, avec des ingénieurs, etc. On a aussi fait un collègue a organisé un séminaire sur ces questions dans le cadre de la formation des enseignants, etc. Enfin, il y a 1000 choses, il y a 1000 projets à faire, mais ce qui est important, c'est surtout d'y réfléchir collectivement et puis surtout d'y réfléchir dans la perspective que vous ouvrez, c'est-à-dire non pas en disant, on va utiliser des outils numériques. Non, de toute façon, la technique n'est jamais qu'un simple outil, n'est jamais qu'un simple moyen. Donc, la question qui se pose, c'est
comment dire, comment s'approprier ces technologies et faire ce que nous ne pouvions pas faire avant avec le papier. Par exemple, écrire ensemble quelque chose. Ben voilà, on a un document partagé, on peut écrire ensemble quelque chose. Par exemple, créer des pages Wikipédia avec les étudiants. Par exemple, créer une web radio au sein d'un lycée. Par exemple, faire des films à des étudiants qui vont, je ne sais pas, faire un film collectivement, le publier sur un blog ou sur je ne sais quoi, enfin, ou sur une chaîne, Peertube, pour ne pas dire YouTube, mais je veux dire, parler du logiciel libre, enfin, en fait, c'est ces questions-là qu'il faut poser. Et là, il y a des leviers immenses, notamment par rapport aux étudiants qui sont un petit peu en décrochage scolaire ou ce genre de choses, et qui peuvent en fait retrouver, voilà, comment dire, retrouver du désir aussi pour l'école de manière générale, ou en tout cas pour toutes sortes de choses, grâce à ce type d'outils. Mais évidemment, bon, voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire, c'est-à-dire faire en sorte que le numérique permette justement de faire passer les étudiants en position d'acteurs, de producteurs de contenus nouveaux et de manière collective, parce que c'est ça que le numérique permet, et c'est ça qu'on ne pouvait pas faire avec un livre. Mais voilà. Et après, la deuxième chose que je voulais dire, mais ensuite m'arrêterai, c'est qu'il y a une réflexion aussi qu'on n'a jamais, c'est-à-dire qu'on donne des tablettes à tout le monde. Bon, d'accord, pourquoi pas, hein, mais en fait, le problème, c'est pas du tout celui-là. Le problème, c'est aussi quels sont les enjeux épistémologiques de toutes ces questions. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas du tout la même chose de pratiquer les mathématiques avec un boulier ou de pratiquer les mathématiques à l'époque des big data. Ça n'a rien à voir, en fait. On ne fait plus la même chose. Les mathématiques en tant que telles, en tant que science, ne sont plus les mêmes parce que les instruments scientifiques ont changé. Et ça, c'est valable dans les mathématiques avec cet exemple un peu absurde que je viens de donner, mais c'est valable en fait dans toutes les disciplines. On ne fait pas de l'histoire de la même manière à l'époque de l'écriture, à l'époque de la photographie qui transforme complètement notre rapport au passé, à l'époque du film, du cinéma, à l'époque de la télévision qui transforme notre rapport à l'actualité justement, et à l'époque du numérique. Donc l'histoire, le rapport aux archives est complètement bouleversé. La géographie, c'est la même chose. L'activité physique et sportive, c'est la même chose. Je crois que Gaëtan qui est là pour travailler un peu sur ces questions. En fait, toutes les disciplines sont bouleversées par la transformation des instruments et des dispositifs de publication. Et ce sont ça les questions qu'il faudrait poser aujourd'hui. Par exemple, c'est plus la même chose de faire de la philosophie à l'époque de la publication en ligne qu'à l'époque du livre. Bref. Et ces questions-là ne sont jamais posées, malheureusement. Donc, voilà. Donc, j'abonde complètement dans votre sens, hein, en essayant simplement d'ouvrir des voies vers d'autres questions qui, à mon avis, bien qu'elles soient rarement posées, sont plus intéressantes, en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, je crois que la question des instruments d'observation dont tu as parlé est fondamentale parce que ce sont les instruments d'observation qui changent ce que Kant appelle l'intuition, c'est-à-dire la capacité de percevoir, d'avoir un accès phénoménologique aux données de la réalité. Et ces données sont hétéronomes. Tandis qu'avec les instruments d'observation contemporains, ça devient de plus en plus problématique. Donc, l'importance n'est pas vraiment dans l'équipement moderne des salles de classe, mais plutôt dans un vrai débat sur les technologies et la relation entre l'homme et la technique à l'école. Hein. Ben, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Pologne, on est très très loin de ce genre de débat dans les salles de classe, parce que c'est aussi la question des enseignants. Et là, les analyses dans État de choc me semblent hyper intéressantes parce que là, Bernard évoque la question que personne ne veut évoquer, c'est-à-dire le fait que beaucoup d'enseignants se sentent retardés par rapport au développement technologique. Donc, je pense que c'est aussi un problème psychologique qu'il faudrait enfin essayer de résoudre de manière
de manière systémique. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas croire que la solution, c'est la numérisation des salles de classe. Parce que c'est ce que veulent nous dire les idéologues de la disruption. Il y a un cas en Pologne où une école a décidé de digitaliser complètement les salles de classe à la suite d'un rapport où à peu près sur chaque page, il y a ce mot disruption. Voilà, on vit à l'ère de la disruption, donc le développement technologique, c'est inéluctable, donc il faut s'adapter. Voilà, on n'a pas le choix. À bas les crayons, les tableaux, la craie, etc. Juste, les tablettes tout est électronique. Donc, c'est pas vraiment c'est pas la solution. La solution n'est C'est le pas dans contraire les de la techniques. solution même. On peut dire que Ouais, c'est le voilà, contraire c'est de la ça. solution. Hein, Ouais, voilà. ouais. Parce que, bien sûr, ça, c'est une catastrophe. Hein. C'est pour ça qu'on a insisté aussi sur les travaux de Marianne Wolf et de Catherine Hayles, parce qu'elles montrent bien toutes les deux à quel point il a été compliqué de former un cerveau lecteur, quoi, et que cela n'a été possible, en fait, que par une très, très longue histoire, qui est aussi l'histoire du livre, l'histoire de l'imprimerie, etc., etc. Et qu'en fait, on ne peut pas détruire cette richesse-là, quoi. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut rejeter le numérique, pas du tout, mais il faut simplement le penser intelligemment, quoi, et puis ne pas ça n'a justement, cette notion de disruption, là, elle est très dangereuse parce que imposer des dispositifs numériques qui n'ont aucun sens et qui viennent court-circuiter les apprentissages élémentaires, c'est extrêmement dangereux. Parce que du coup, on se retrouve avec comment dire, on perd les bases, en fait, on perd les fondements, quoi. Alors que, évidemment, les personnes qui ont inventé les ordinateurs, qui ont inventé toutes ces technologies, c'était des personnes qui savaient très bien écrire, lire, compter, etc., etc. Enfin, je veux dire, donc, encore une fois, oui, la disruption n'est jamais la solution, quoi. La question, c'est plutôt l'adoption, quoi. Comment peut-on adopter ces technologies, se les approprier et, et en faire des dispositifs de partage de savoir, en fait. C'est plutôt ça, quoi. En ce sens, un dispositif comme Wikipédia est exemplaire, quoi. Enfin, je veux dire, et d'autres dispositifs d'annotation, par exemple des logiciels d'annotation contributive ou le logiciel ligne de temps que j'ai montré tout à l'heure qui permet d'analyser les images, etc., rendent possible des choses qui étaient littéralement impossibles auparavant. Et c'est là où elles sont vraiment intéressantes. Mais bon, il y a ce petit livre de Bernard Stiegler qui s'appelle Le numérique, l'école et la société qui vient, qui est très intéressant aussi sur ces questions. Donc peut-être, voilà, pour donner une référence. On va devoir s'arrêter par contre parce que il est presque 20 heures. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.